Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où dans un premier temps, on va faire un débrief rapide de la première semaine. On va parler des acteurs importants de cette première semaine de Tour de France marquée par les sprints et les étapes de puncher. On verra également le classement général où on se situe après 10 jours de course. Ensuite, on fera une preview de la deuxième semaine où on verra les différentes étapes qui nous attendent avec énormément de montagnes au programme et je vous parlerai de mon focus sur quelques coureurs que je vois impactants pour cette deuxième semaine. Donc on commence tout de suite par les sprinters. Donc en premier, le maillot vert, Jonathan Milan. Donc Jonathan Milan, actuel porteur du maillot vert devant Tadej Pogacar, vainqueur d'une étape au sprint. Donc pour son premier Tour de France, c'est une belle première semaine. Même si sur la première étape, il s'est loupé, il n'a pas pu jouer le sprint. Après, il fait quand même deux fois derrière Tim Merlier, mais il gagne quand même son étape et il est actuellement leader du classement par points. Donc ça va être difficile pour lui de le garder avec toutes les étapes de montagne au sommet et les différents points que Pogacar peut prendre, mais il est toujours en tête et ça peut le faire pour lui, donc c'est très bien joué. Les gens sont assez sévères sur ses performances sur le Tour de France, mais il faut rappeler que c'est quand même un jeune coureur et surtout que c'est son premier Tour de France, contrairement aux autres sprinteurs comme Merlier qui avait déjà gagné des étapes en 2021 et qui a énormément d'expérience. Jonathan Milan, c'est un très jeune coureur qui avait brillé plus particulièrement sur le Giro, donc son tour national. Donc c'est normal qu'il ait une petite phase d'adaptation sur cette première semaine, mais je trouve qu'il s'en sort très bien avec un collectif qui est très bien adapté à ses qualités. Donc félicitations à lui pour cette première semaine et je lui souhaite de passer les différentes difficultés dans les délais pour pouvoir viser la victoire finale sur ce maillot vert dans le final, mais pour moi, ça reste un excellent début de Tour de France et on le félicite et on risque pas de le revoir sur cette deuxième semaine. Maintenant, on va passer au deuxième sprinter. Donc, le sprinter qui a gagné le plus d'étapes sur ce Tour de France, c'est Tim Merlier, donc double vainqueur d'étapes. Donc, le champion d'Europe qui a, pour moi, prouvé qu'il était le meilleur sprinter du monde. Il a été pris dans une bordure sur la première étape, permettant à Philipsen de gagner, tout comme son collègue sur la photo, Jonathan Milan. Mais après ça, il s'est rattrapé et on voit que lorsqu'il a pu faire des sprints sans de crevaison ou en étant placé dans la roue de Milan, on a vu qu'il était quand même plus rapide que lui et que cette année, en 2025, c'était le meilleur sprinter du monde. Donc bravo à lui pour avoir confirmé, bravo à la Soudal Quick-Step. C'est difficile quand on vient à la fois avec une équipe pour Remco Evenepoel, donc un pôle pour l'aider et un pôle de sprinter, de jongler sur les deux objectifs. Pour le moment, c'est fait. Donc bravo à eux. On risque pas de le revoir de sitôt. Je suis même pas sûr qu'il finisse le tour, vu que lui, il vise pas le maillot vert. Je suis pas sûr qu'il reste longtemps et qu'il arrive à Paris. Donc à voir, mais son Tour de France reste réussi et bravo à lui pour cette belle première semaine. Maintenant, on va passer à des coureurs plus endurants et d'un registre différent. Donc le premier, c'est Simon Yates, qu'on avait vu à l'offensive lors de la victoire de Benelli et qui avait pris une cinquième ou sixième place, si je me trompe pas. Hier, il a gagné la première étape de moyenne montagne, donc en réalisant une excellente opération, en s'économisant pendant toute l'étape et en contrant dans la dernière ascension. Donc bravo à lui, ce sera un élément important de la Team Visma Leaseback en montagne pour Jonas Vingegaard, mais en tout cas, sa première semaine est réussie et ça fait une victoire d'étape pour l'équipe de Jonas Vingegaard, donc bravo à lui. Maintenant, on va passer aux deux cadors qu'on a vus sur cette première semaine, et pour moi, les deux coureurs du monde, les deux meilleurs coureurs du monde, mais sur des profils différents. Donc, à commencer par Tadej Pogacar, donc le champion du monde, le meilleur coureur au monde. Donc, on a bien vu que sur cette première semaine, qui ne comportait pas de montagne, mais qui comportait des étapes vallonnées qui lui correspondent, on a vu qu'il était en forme et qu'il a pu répondre présent, et que ça lui tenait à cœur de gagner avec le maillot de champion du monde, que ce soit à Rouen ou à Mur de Bretagne, il a tenu à s'imposer comme le champion du monde. Donc bravo à lui pour sa centième et sa 101e victoire. On voit qu'il est en maîtrise, qu'il est en contrôle et qu'il est prêt pour la montagne. Donc bravo à lui. Ça a été un acteur majeur de cette première semaine et ce sera un acteur majeur des 3 semaines, je le pense. Donc bravo à lui et on attend de voir ce qu'il va nous réserver en montagne, même si on n'a pas trop de suspense comme je l'avais annoncé dans les différentes previews que j'avais réalisées et dans les pronostics que j'avais donnés. Maintenant, on va passer à l'autre cadre qui a réussi à lui tenir tête sur différents profils, donc Mathieu Van Der Poel,
qui a enfin de nouveau gagné sur le Tour de France. Donc pour son palmarès, c'était assez gênant qu'il ait qu'une seule victoire sur le Tour de France en 2020 à Mur de Bretagne. Donc là, il a pu porter le maillot jaune quelques jours et obtenir une victoire d'étape. Donc c'est un Tour de France réussi. Je sais que certains s'attendaient à ce qu'il gagne deux, trois étapes sur le Tour, mais il faut savoir qu'en carrière, il a jamais gagné deux étapes sur une course de 3 semaines. Donc il est dans ses standards avec une victoire d'étape. Dans les prochains jours, les étapes vont pas lui correspondre et ne seront pas de son profil, hormis une ou deux étapes. À voir s'il a bien récupéré et voir ce qu'il peut faire. Mais ça reste un Tour de France déjà réussi et bravo à lui d'avoir répondu présent parce que quand on a un statut de favori et qu'on a attendu et quand même performé, c'est pas facile et il faut quand même le souligner et le féliciter. Même si physiquement, comme Tadej Pogacar, il a une marge sur ses rivaux, ça reste important de le féliciter, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler du coureur qui nous a fait vibrer sur la 10e étape et qui a gagné la 6e étape. Donc, c'est le leader du classement général, Monsieur Benelli. Donc, coureur très offensif qui s'était révélé en 2023 sur les classiques ardennaises et qui avait confirmé par une victoire sur le Giro. L'année dernière, il était un peu, je dirais qu'il n'était pas en difficulté, mais qu'il avait du mal à timer ses attaques. Il faisait beaucoup d'efforts superflus, il attaquait beaucoup de loin. Et on a vu que sur ce Tour de France, ça a payé. Donc il a quand même déjà gagné une victoire d'étape, ce qui est exceptionnel pour son équipe, sachant qu'elle venait pour ça. Et il s'est maintenant emparé du maillot jaune, comme vous le voyez à l'image, où il est exactement premier du classement général. Donc il risque de garder déjà son maillot une étape de plus, donc sur l'étape qui arrive à Toulouse. Après, on verra pour l'étape à Otakam s'il arrive à le conserver, ça m'étonnerait, parce qu'il a que 30 secondes d'avance sur Pogacar. Mais honnêtement, vu ses capacités de coureurs et au niveau de l'endurance. Je serais pas surpris qu'il s'accroche pour un classement général. Donc après, pour moi, faire un top 5 ça me semble impossible pour lui. Mais accrocher un fond de top 10 ou un top 15 pour moi, c'est tout à fait possible, parce que ça reste un jeune coureur. On ne sait pas ce qu'il vaut sur un grand tour, sur un grand tour de 3 semaines où il joue à fond. Mais on sait que c'est un coureur qui est assez endurant. On le voit sur les classiques ardennaises qu'il arrive à enchaîner sans trop de problèmes. Et on le voit même sur la plupart des courses que Pogacar gagne en attaquant à toujours 100 km comme ce fut le cas sur l'Estrade Bianchi, que lui, c'est toujours un coureur qui arrive à s'accrocher et à résister avec une bonne endurance. Et en plus, avec la force que donne le maillot jaune et la confiance d'une victoire d'étape, à voir ce qu'il peut faire. Donc, avec 5 minutes d'avance sur Johannessen, par exemple, ce serait pas déconnant qu'il reste dans le top 10. Après, on verra, c'est que des spéculations. Pour le top 5, ça me semble impossible, faut pas abuser. Mais honnêtement, pour un top 10 ou un top 15, à voir. Ça reste un coureur qui est très beau à voir, qui lui procure du plaisir. Donc bravo à lui pour ses performances et il nous a régalé sur les deux étapes où il a été à l'avant. Et pour son numéro, notamment hier où il prend la 3e place et en prenant le maillot jaune tout simplement. Donc maintenant, vous pouvez voir le classement général. Le classement général à l'issue de la 10e étape et de la première semaine. Donc on voit que les trois favoris qui étaient sur le podium l'année dernière sont à la deuxième, troisième et quatrième place, donc ils sont dans le peloton de tête. On voit également Jorgensen qui est en retrait. Les Bora qui sont un peu en dessous. Almeida qui a malheureusement abandonné, donc un coéquipier de taille en moins pour Pogacar. Et je pense pas que ça lui posera de problème vu sa puissance et son niveau. Et on voit des petites surprises comme Vauclin et Onley qui s'étaient révélés sur le Tour de Suisse. À voir si sur 3 semaines ils vont tenir, je pense pas. Mais c'est déjà bien de les voir là dans une première semaine qui leur correspondait et voir qu'ils sont toujours en forme et qu'ils progressent. Johansen, à voir s'il arrive à maintenir la forme du Dauphiné. Moi, je voyais plus dans une échappée qu'au classement général, mais à voir s'il peut pas faire les deux. Hors du top 10, on a des coureurs comme Enric Mas, Carlos Rodriguez ou Félix Gall qui sont en retrait, mais, euh, mais qui arrivent dans les étapes qui vont leur correspondre au maximum, donc qui devraient monter. Donc pour moi, c'est vraiment un classement général, hormis Benelli, qui est dans les attentes et les prévisions que j'avais avant ce tour. Donc à voir ce que ça va nous réserver cette deuxième semaine. En tout cas, voici le classement après la première semaine. Donc on voit un classement avec les favoris attendus. Maintenant, on va passer à la preview de la deuxième semaine. Donc, on va voir les 5 étapes qui nous attendent sur cette deuxième semaine, qui sera assez courte, vu que la première semaine a été beaucoup plus longue. Donc, ça va commencer par une étape 11 entre Toulouse et Toulouse. Donc, ce sera une étape qui est difficile à cerner. Ce sera soit un sprint en léger comité, soit une attaque de dernière minute, soit une échappée, avec
la montée de pêche qui est d'1 kilomètre à plus de 10%, donc qui est très raide, les sprinteurs ne passeront pas. Donc ce sera une belle étape, un beau final avant de rentrer en haute montagne. Donc il y a déjà une vidéo, si vous voulez voir, où j'explique le parcours en détail. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous affiche juste les profils et j'en parle rapidement. Maintenant, l'étape 12, ce sera la première arrivée au sommet. Donc, pour moi, les premiers vrais cols, parce que l'étape 10, c'était de la montagne, mais quand on monte pas en altitude ou qu'on n'a pas de col de hors catégorie ou première catégorie, pour moi, c'est pas de la vraie montagne. Là, on est dans les Pyrénées. Ce sera la première étape de montagne et je pense que Pogacar, même sans l'aide d'Almeida, voudra frapper un grand coup. On sait que c'est là où il a perdu en 2021 et qu'il s'était fait humilier par Van Aert en 2022, pardon, par Van Aert et Vingegaard, donc je pense qu'il aura à cœur de briller. Donc ça, ce sera vraiment la première explication entre les leaders. J'attends de voir certains coureurs en forme, et j'y reviendrai dans le final. On aura ensuite le contre-la-montre de Peragude, qui va faire énormément d'écart, seulement 11 km, mais uniquement de la montée. Donc si on est mal échauffé ou pas en forme, on risque de perdre facilement la minute sur ce genre de parcours. Donc ça promet, et hâte de voir ce contre-la-montre, parce que c'est assez rare les contre-la-montre exclusivement montés. Il y a déjà eu des contre-la-montre vallonnés avec des montées et des descentes, mais un contre-la-montre uniquement monté et assez court, c'est assez rare, donc c'est sympa de le voir sur ce Tour de France. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière étape de Triptyque pyrénéen, donc avec une arrivée à Luchon-sur-Bagnères, donc je crois que c'est une arrivée historique, ça n'a jamais été le cas, ou ça remonte à une cinquantaine d'années, mais il me semble que c'est une arrivée historique. Donc une étape classique pyrénéenne, donc avec le col du Tourmalet, col historique, col d'Aspin, col classique du Tour de France, et col de Pérusourde, donc des montées que les coureurs connaissent, avec des cols hors catégorie et première catégorie, et une grosse arrivée au sommet. Donc ça risque de chiffrer également pour les favoris et à eux d'être en forme sur ces trois étapes, mais on risque d'avoir enfin de gros écarts et de belles étapes entre les favoris sur ce tour, parce qu'on attend un peu que ça depuis 10 jours avec le peu d'étapes de montagne et uniquement des étapes pour puncher. Ensuite, on aura une étape de baroudeur pour clôturer la semaine avant la journée de repos, donc une étape bref, vraiment avec un profil pour les baroudeurs, les échappés. Je vois pas le classement général se jouer ici et je vois pas les sprinters passer, donc pour moi, ce serait une étape pour baroudeur et pour échapper, avec des coureurs qui seront distancés, qui tenteront leur chance et des coureurs qui visent la victoire d'étape, tout simplement. Donc maintenant que vous avez pu voir le profil de la semaine qui nous attend, on va voir les quatre coureurs que je vois être impactants et actifs sur cette semaine à venir. Donc le premier, c'est Tadej Pogacar, donc le vainqueur du Tour de France en titre, le champion du monde. Je pense que déjà Otakam il va vouloir gagner et frapper un grand coup pour creuser l'écart sur Jonas Vingegaard. Hier, on l'a bien vu que Vingegaard avait du mal à être dans la roue et était vraiment à bloc, pendant que Pogacar, pour moi, n'était même pas à 80%. Donc je pense qu'il va vraiment vouloir finir le Tour de France et finir le jeu dès cette étape-là. Donc je m'attends de gros écarts et un gros écrémage de la part de l'équipe UAE. De plus, il y aura le chrono qui suit. Donc le chrono, je pense qu'il gagnera l'étape également, même sans le vouloir, en montant assez vite et en creusant encore l'écart sur Vingegaard. Et après, à voir si la Visma va faire comme au plateau de Bay sur la dernière étape pyrénéenne et tenter encore de l'épuiser et lui donner une troisième victoire de suite. Mais ça, on le verra. Mais en tout cas, je pense vraiment qu'il va être actif et qu'il va vouloir frapper un grand coup. Je pense qu'il attend ces étapes depuis longtemps et qu'il va vouloir terminer le Tour de France pour être dans les Alpes plus tranquille et en gestion. Maintenant, le second acteur que je vois sur cette deuxième semaine, c'est bah, son rival, Jonas Vingegaard. Donc lui, honnêtement, je pense qu'il sera derrière Pogacar et qu'il va se faire bah, terminer comme l'année dernière. Mais ce que je souhaite et que je pense que tout le public souhaite, c'est qu'il puisse rivaliser un minimum, voire le distancer. J'espère également le voir à l'offensive, quitte à se faire contrer. J'espère qu'il va pas hésiter à attaquer, par exemple, pas au Takam à l'avance, vu que la montée de Takam va suffire, mais que ce soit dans l'étape avec le Tourmalet qui va pas hésiter à prendre des risques, à casser le peloton, à utiliser ses coéquipiers, quitte à prendre 2-3 minutes par Pogacar après, mais qu'au moins on ait du spectacle, qu'il y ait des cassures de partout, et pas qu'on attende la dernière montée, que même les autres favoris soient à la ramasse et soient dans les roues. J'espère vraiment que
avec son équipe, qui est la meilleure équipe classement général, ils vont pouvoir tout casser et qui vont pouvoir prendre des risques, quitte à tout faire péter, parce que dans tous les cas, s'il est moins fort, il n'arrivera pas à le lâcher. Mais comment il tente et qu'il y ait un peu plus de spectacle. On a été déçus sur l'étape 10, donc on espère ne pas l'être sur les étapes pyrénéennes, mais j'espère le voir à l'offensive, quitte à exploser. Mais pour moi, même en attaquant de loin et exploser face à Pogacar, il a assez de marge pour être deuxième, donc à voir. Mais j'espère vraiment le voir offensif, même si pour moi, il est condamné à une seconde place. Maintenant, on va passer au troisième coureur. Donc, celui-ci, là, c'est Primoz Roglic, donc coureur qui n'a plus fini le Tour de France depuis 2020. Donc, on en parle peu sur ce Tour de France. On l'a souvent vu pas intéressé dans ses interviews, ou pas à l'avant, pas dans les roues, ou en retrait sur ce Tour de France, mais il est neuvième au classement général. Il est toujours dans les, il n'est pas très loin du podium. Pour la victoire finale, c'est impossible. Mais pour le podium, tout est encore jouable. Il n'a pas chuté, contrairement aux années précédentes. Donc pour moi, il va monter en pression, monter en forme. Surtout qu'il sort du Giro où on savait pas quel était son état de forme. Donc je pense que la reprise de la course lui fait du bien. Il a un bon équipier avec lui, Lipovic. Donc pour moi, c'est un duo vraiment qui peut être intéressant. J'ai pas mis Lipovic, mais je le cite également avec Roglic. Pour moi, c'est vraiment la Red Bull Bora que j'attends. Pas de les voir offensifs, mais pour la victoire finale, mais de les voir offensifs pour une course tactique, pour un podium. Par exemple, vu qu'ils sont deux, pourquoi pas piéger Remco Evenepoel en attaquant de loin, en contrant, l'énervant, en le faisant sortir de son rythme. Donc pour moi, ils passent sous les radars. J'ai été un peu critique envers eux en début de Tour de France, mais à vrai dire, il me faut mentir, ils sont toujours dans le jeu, ils n'ont pas chuté. Et tant que Roglic n'a pas chuté, ça reste un coureur qui sait obtenir de bons résultats, même si ça n'a pas été le cas sur le Tour de France depuis 2020. Je pense que il a un coup à jouer pour finir dans le top 5 déjà du Tour de France, mais surtout sur le podium. Donc j'espère le voir actif en cette deuxième semaine, pardon, et surtout le voir offensif et à l'avant. Ou au moins répondre présent en suivant certains favoris. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, on va faire un petit focus sur le coureur français que j'attends sur cette deuxième semaine. Donc, c'est le français Lenny Martinez qui est actuellement maillot à poids, donc en tête du classement du meilleur grimpeur. Donc, pour moi, le voir à l'avant le 14 juillet, c'était une bonne chose. Il a pu marquer pas mal de points. C'est dommage qu'il n'ait pas pu jouer la victoire finale à la fin. On a vu qu'il était un peu cuit. Mais à voir si Pogacar fait une razzia sur les sommets des cols. Mais si c'est pas le cas, Lenny Martinez a une bonne carte à jouer pour une victoire d'étape et pour un maillot à poids. Et donc j'espère le voir à l'avant pour les échapper, pour marquer des points pour le classement de la montagne et également jouer certaines étapes avec les favoris pour également marquer des points. Par exemple, sur l'étape d'Otakam, on sait que ça se jouera entre favoris. Donc pourquoi pas rester avec les favoris pour viser un top 5, top 10 et prendre des points du maillot à poids. Donc à voir ce qu'il va nous faire, mais je pense que les intentions sont claires. Il veut une victoire d'étape et le maillot à poids. Donc j'espère que ce sera le cas pour lui sur cette deuxième semaine et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc là maintenant vous avez pu avoir un débrief sur la première semaine, une preview des coureurs et des profils qui nous attendent. Donc dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous attendez de ces étapes-là par rapport à leur profil et quels coureurs vous voyez marquer cette deuxième semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.